Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une longue série qui sera géniale. On va parler du bac. Voilà, cette année je me suis dit, j'ai regardé les différentes œuvres qui étaient inscrites pour l'oral du baccalauréat de français. Je vais aborder au moins un maximum d'œuvres possibles et vous livrer mon ressenti, ma manière d'aborder les choses et comment peut-être moi j'aurais abordé les choses à l'époque si j'étais tombé sur cette œuvre à l'oral. Alors, déjà, première chose, moi je ne suis pas prof de français. Donc ces vidéos-là ne seront pas des vidéos de conseils habituels. J'ai vu, il y a plein de chaînes de profs de français qui donnent des conseils en tant que prof. Elles sont très bien, elles ont leur style, leur particularité en tant que prof de français. Donc moi je ne peux pas vous donner des conseils de prof, des conseils méthodologiques. Le sujet d'aujourd'hui, qu'on a tiré au sort, je suis arrivé, je fais hop, 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 c'est le menteur. Voilà, le menteur, vous voyez, je viens de mentir, parce que j'ai pas du tout tiré au sort. Je l'ai lu le livre, et j'avais déjà décidé que j'allais faire une vidéo sur le menteur. Voilà. Mise en abîme. Première expression. Alors le menteur, c'est Pierre Corneille. C'est Pierre Corneille. Et franchement, alors déjà j'ai fait tout comme si que j'étais un bon élève de première. Je suis allé à Leclerc acheter mon petit livre. Il y aura un petit peu d'humour, parce que sur cette chaîne des mémoires d'Adrien, il y a toujours un peu de légèreté. C'est pas parce qu'on parle de bac qu'on peut pas rigoler un peu. Et puis on rigole beaucoup pendant le bac. Lorsqu'on attend les épreuves, entre deux épreuves, lorsqu'on est dans la cour de récré après, on dit « T'as parlé de ça ?» Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Franchement, vos éditions, elles sont classe. Parce que, moi je me souviens, j'avais pas déjà la chance d'avoir tout ce dossier. Moi, j'avais mon quid et mon dictionnaire des personnages, des noms propres pour ma biographie. Moi, j'ai cette version, mais j'imagine que je sais pas quelle édition vous avez été conseillée par vos profs. Donc, c'est l'histoire de Dorante, qui est, dans les premières scènes, on le voit, c'est un jeune homme de bonne famille. Il arrive de Poitiers, où il suivait des études de droit. Il abandonne ses études, et en compagnie de son valet Cliton, il rencontre deux jeunes femmes, comme ça, de milieu plutôt aisé, Clarisse et Lucrèce. Dorante fait une déclaration d'amour à Clarisse, et énonce déjà les premiers mensonges. On est vraiment dans les premières scènes. Il a passé 4 ans en Allemagne à faire la guerre, et ça fait 1 an qu'il est à Paris, alors qu'il vient d'arriver la veille, et qu'il cherche cette Clarisse parce qu'il en est follement amoureux, et il cherche donc à la séduire. Donc, premier quiproquo, il va ensuite échanger avec Cliton, il va dire « je suis fou amoureux de la plus belle des deux », mais comment s'appelle la plus belle des deux? Cliton va arriver, je me suis renseigné, la plus belle des deux, elle s'appelle Lucrèce. Donc lui, il prend Clarisse pour Lucrèce. Premier quiproquo, vous allez voir l'enchevêtrement des quiproquos dans le mensonge, c'est-à-dire que lui, il ment, et en plus, dans le mensonge, on a ce quiproquo de « il ne sait pas exactement qui est qui ». Scène 5, il rencontre deux amis, Alcippe et Philiste. Alcippe, il est amoureux de Clarisse, dont il voudrait être un jour l'époux. Et il apprend qu'il y a une fête qui s'est déroulée la veille, sans trop savoir pour qui, pourquoi. Et Dorante, il lui dit « ah ben oui, la fête, c'est moi qui l'ai organisée, avec ma maîtresse Clarisse, c'était extraordinaire, c'était formidable, enfin bref, une fête géniale. » Alors il se dit, mais en fait, il se moque de moi, en fait, vous voyez. Donc vous voyez, deuxième mensonge, en quelques scènes, hein. Vous avez le type, en quelques pages, il arrive, il a fait la guerre, ça fait 1 an qu'il est là pour la séduire, et troisièmement, il a fait une fête la veille pour la maîtresse d'un de ses amis. Ça commence fort. Moi, je trouve que la pièce, quand on la comprend comme ça, elle est absolument géniale. Le type, il arrive, il n'y a rien ne l'arrête, mais rien ne l'arrête. Deuxième acte, on a Géronte, le prénom, Géronte, le père de Dorante, qui propose à Clarisse d'épouser son fils. Mais Clarisse, elle ne sait pas que Dorante est Dorante, que c'est l'homme qu'elle a rencontré quelques scènes avant. Et donc, elle va essayer de se renseigner sur lui. Donc, elle en parle à sa suivante, qui s'appelle Isabelle. Et Isabelle lui propose quelque chose. Elle lui dit, mais je peux pas juste me fier sur son physique, j'aimerais également en connaître un peu plus sur sa personnalité. Et Isabelle lui dit, ce qui serait bien, c'est que tu fasses faire à ton ami, Lucrèce, un mot, et qu'en gros, tu dis que tu t'appelles Lucrèce, alors qu'en fait tu es Clarisse, comme ça tu vas pouvoir le rencontrer de près, sans qu'il sache que c'est Clarisse qui vient l'observer. Vous voyez le bazar. C'est-à-dire que, il ment sur tout. 2, il est persuadé que Clarisse est Lucrèce, et que Lucrèce, du coup, est Clarisse. Et 3, elle, on lui propose d'épouser Dorante, elle ne sait pas que le type s'appelle Dorante, elle se dit, je vais me renseigner, je vais me faire passer pour Lucrèce, alors que lui, il pense que je suis Lucrèce, et donc venir. On voit le bazar complet. Donc après, il y a Géronte, qui vient proposer à son fils d'épouser Clarisse, mais lui, il n'aime pas Clarisse, forcément parce qu'il aime Lucrèce, parce qu'il pense que l'autre, elle s'appelle Lucrèce. Vous voyez qu'on continue vraiment dans le bordel. Et donc il lui dit, mais non, en fait, je suis déjà marié. Mais comment ça, t'es marié? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, quand j'étais à Poitiers, on m'a forcé d'épouser une femme dont le père s'appelle comme ça, tout va bien, je suis marié, mais du coup, je peux pas épouser ta Clarisse.
parce que lui, il est amoureux de Lucrèce. Mais Lucrèce, c'est Clarisse, vous voyez. Et donc, en attendant, Lucrèce, elle fait envoyer Sabine, la maîtresse de Lucrèce. Et vous vous souvenez d'Alcippe, de la 5e scène, mais il n'est pas content, et il provoque un duel Dorante. Le duel, heureusement, va pas se faire parce que l'autre ami, le Philiste, va interrompre le duel. Mais pendant tout ce temps, eh bien, en fait, le quiproquo se faisant, là, Lucrèce, elle va tomber amoureuse de Dorante. Et là, ça complique un peu les choses. Les femmes vont se rendre compte qu'il ment, elles vont essayer de le faire avouer qu'il ment tout le temps. Et lui, il va essayer toujours de s'en sortir. En attendant, il y a le valet, Cliton, qui arrive, il dit, bon, alors, comment ça se passe, on en est où, là? L'autre, il dit, j'ai eu un petit duel, là, et puis je l'ai laissé pour mort. Une scène après, le type, il arrive, et il est complètement vivant, c'est Alcippe, quoi. Il est vivant, il l'a jamais laissé pour mort, c'était encore un mensonge. Et Cliton lui dit, dis donc, pour quelqu'un qui est laissé pour mort, il est bien régénéré. Dorante lui dit, oui, mais en fait, il a pris une sorte de poudre après qui permet comme ça d'aller mieux d'un coup. Bon, et en fait, vous voyez, il accumule les mensonges. Après, il y a le père Gérante qui arrive et qui lui dit, mais dis donc, j'aimerais bien écrire à ta femme. Et... ah non, mais en fait, tu peux pas lui écrire de toute façon parce qu'elle est enceinte. Et les mensonges qu'il fait depuis le début. Il est censé avoir fait la guerre en Allemagne. Il est là depuis 1 an. Il est marié. Il a tué un type. Il a quasiment tué un type alors qu'il va très bien. En fait, le type, il a juste pris de la poudre d'escampette et hop, il va beaucoup mieux. Sa femme est enceinte. Vous voyez la vie qui s'invente alors qu'il y a déjà des quiproquos et on est déjà embrouillé complètement par les prénoms. Parce qu'au bout d'un moment, même nous, on se dit, mais attendez, mais c'est qui Lucrèce, c'est qui Clarisse, à qui il parle, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'elles sont au courant, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette pièce? C'est génial, mais c'est génial parce qu'en fait, il faut que vous acceptiez lorsque vous lisez cette pièce, relisez-la, hein, vraiment, hein, si vous passez le bac, ça prend 1 heure et demie à la lire. Faut que vous acceptiez que vous êtes complètement embrouillé dans cette pièce. Que parfois vous-même vous êtes perdu en tant que lecteur. Et ce Cliton, en fait, le valet, c'est vous. Lorsqu'il se dit, mais pourquoi il ment tout le temps? C'est vous qui vous demandez pourquoi il ment tout le temps. Lorsqu'il dit, mais attendez, je sais même plus si à moi il me dit la vérité ou pas. C'est vous. Qui c'est qui nous dit la vérité dans cette pièce? Finalement, à la fin, tout va finir par s'arranger. Gérante, le père, va quand même se rendre compte que son fils lui ment. Il va lui dire, mais dis donc, tu m'as bien menti. Oui, mais en fait, je vous ai menti parce que moi je suis amoureux de Lucrèce. Comment ça, t'es amoureux de Lucrèce? Je croyais que c'était de Clarisse. Non, mais... Et donc, à la fin, il va y avoir tout le monde qui va être réuni. Il va s'adresser à l'une puis à l'autre et petit à petit, dans cette scène finale qui est géniale dans les comédies, il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir depuis le début et par un dernier tour de force, il va s'en sortir et il va dire non, mais moi depuis le début, c'est Lucrèce que j'aime. Clarisse, je suis désolé, mais elle est bien gentille. Donc, il va complètement changer comme ça au tout dernier moment et en fait, tout va s'arranger. Alcippe va finalement se marier avec Clarisse et Lucrèce va se marier avec Dorante. Et ça finit comme ça. Et une phrase quand même qui embrouille tout le monde. Regardez, comme en sa propre fourbe en menteur s'embarrasse, c'est Cliton qui dit ça tout seul à la fin, quand tout le monde est parti, on va fêter le mariage. Comme en sa propre fourbe en menteur s'embarrasse, peu saurait comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres, qui doutiez qu'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir. Donc à la fin, tout s'arrange, la vérité est révélée, etc. Enfin, une vérité assez relative. Et le valet, il leur dit... Alors qu'il s'est interrogé pendant toute la pièce, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ment? C'est pas bien. À la fin, il leur dit, vous autres, quand même, apprenez que c'est quand même pas mal de mentir, parce qu'il s'en sort finalement assez bien. Le message de la pièce, à la fin, est quand même très... flou. On se demande, en fait, la Corneille est en train de nous dire que finalement, c'est pas mal d'avoir menti pendant toute la pièce, parce qu'il finit quand même par s'en sortir un peu. C'est génial, ce dernier message. Et je vais y revenir après sur ce que ça signifie. Pourquoi c'est important? Parce que, alors moi, je suis passé sur une poème, donc là je peux pas transposer ce que j'ai fait. Mais si j'étais passé sur une pièce, moi à l'époque la pièce de théâtre que j'avais eue c'était Don Juan. Eh bien, on avait eu plusieurs scènes comme ça qui avaient été choisies pour pouvoir passer devant l'examinateur. En fonction des scènes, et là vous en avez plusieurs, des scènes possibles sur lesquelles vous passez, ce qui est important c'est de contextualiser la scène. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ils en sont là, qui est qui, et qu'est-ce qui va se passer après aussi, c'est pas mal, vous voyez, peut-être en ouverture à la fin. C'est important d'avoir une vue d'ensemble du résumé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette pièce? Et j'ai pas mal de choses à vous en dire quand même. D'abord le mensonge. Le mensonge c'est le thème principal de ce texte. Le personnage il ment, mais en plus de ça il y a des quiproquos. Donc il y a toujours ce flou entre la vérité, les illusions, le mensonge. Ce thème est traité de manière très ludique, mais aussi très critique, parce que le menteur est quand même perçu comme quelqu'un de dangereux, et à plusieurs reprises, Cliton, qui pourrait être la voix de Corneille, ou notre voix, le met en garde, lui dit mais au bout d'un moment ça va se retourner contre toi. Donc ce mensonge, cette illusion, ce flou entre la réalité
Et le mensonge et l'illusion, il est toujours perçu comme ça de manière un peu ambiguë, à la fois critique, mais également ludique, parce que c'est quand même amusant de voir ce personnage ne faire que mentir. Moi, ce personnage de Dorante, j'ai trouvé en plus assez ambigu, parce qu'il est séduisant, il est intelligent, il n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que lorsqu'il ment, c'est jamais pour faire du mal aux autres, c'est toujours pour essayer peut-être de compenser un manque de confiance en lui. Je ne veux pas faire mon psychologue là, de comptoir, mais peut-être qu'il y a quelque chose de ça, et qu'en fait, il pense que sa vie est fade, sa vie est inintéressante, et donc il a besoin de ces mensonges pour attirer le regard sur lui. Et en fait, à partir du moment où il commence par un mensonge, la suite ne peut être qu'un enchaînement de mensonges. Il commence par un simple mensonge, je suis là depuis 1 an, j'essaie de vous séduire, je suis battu en Allemagne, je me fais une vie extraordinaire. Après ça, il ne peut plus dire la vérité. Et à son père, c'est pareil. On lui propose de se marier, sauf que lui, il est amoureux d'une autre. Donc il va dire, bah, en fait, je suis déjà marié. Et à partir de là, les mensonges vont devoir s'enchaîner. Il est obligé. Donc c'est pas un mec mauvais en soi, c'est pas un type mauvais. C'est juste un type plutôt bon, intelligent, mais qui, juste parce qu'il est tombé amoureux d'une femme en arrivant, mais encore une fois, on peut douter également de cet amour, il ne la voit qu'une fois, et il arrive, lorsqu'il arrive de Poitiers à Paris, il arrive, il dit à son valet, de toute façon, moi je suis ici pour séduire des femmes. Donc c'est son intention, donc quand finalement la première femme qu'il voit, qu'il trouve plutôt à son goût, il va se dire c'est bon, c'est elle, et j'ai envie de la séduire, et donc il va tout faire pour essayer de terminer avec. Et ce qui est génial dans cette pièce, c'est que, alors moi, ça va être très déconstruit ce que je vais vous dire. Donc si vous passez le bac, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez noter comme ça quelques éléments que je donne, mais c'est très déconstruit. C'est vraiment une impression, presque baroque, que je fais, une impression de la pièce que j'ai pu y voir. Donc ne vous attendez pas à avoir un plan construit, etc. Encore une fois, ça, c'est plutôt à voir, je pense, dans les chaînes excellentes qui sont de profs de français. Moi, je vous donne mon avis, qui peut être également intéressant pour vous, parce que c'est bien également d'avoir ce côté passionné. Moi, je me souviens que lorsque j'ai passé l'oral, la prof m'avait dit, mais on dirait que vous l'habitez, ce poème, parce que vous en parlez avec passion. Oui, j'avais adoré l'invitation au voyage. Donc moi, je l'avais parlé de manière un peu décousue, mais c'était déjà ma personnalité à l'époque. Et ce qui est important aussi, c'est de faire des rappels avec la biographie de l'auteur. À la base, Corneille, il a fait des études de droit. Et il va finalement finir par abandonner ses études de droit pour devenir ce metteur en scène, cet auteur à succès qu'on va savoir. Il va d'abord réussir dans la tragédie. On connaît le Cid évidemment, mais il va faire également de la comédie avec l'illusion comique. C'est quelqu'un qui va tout le temps vouloir osciller entre la comédie et la tragédie. Et vous voyez, et ça c'est important de faire les rappels entre la biographie de l'auteur et la pièce qu'on a devant soi, c'est qu'on a l'impression de voir Corneille également en Dorante. Quelqu'un qui abandonne ses études de droit, qui arrive à Paris, et qui va commencer par mentir, par raconter des histoires. Et c'est Corneille, ça. Cette lutte également entre la tragédie et la comédie qui a toujours été prégnante dans la vie de Corneille. Eh bien, c'est également la lutte qu'il y a dans cette pièce. C'est-à-dire qu'à la fois, ce menteur, c'est tragique ce qui lui arrive, et à la fois, quelque chose de très ludique, quelque chose de très comique, parce qu'il nous fait rire, ce personnage. Toujours faire le lien avec la biographie de l'auteur. Allez vous renseigner sur Corneille. Prenez comme ça quelques points qui pouvaient être intéressants sur les biographies des auteurs ou des autrices qui sont inscrites à votre bac. Même si, et là vous pouvez faire illusion, là c'est un conseil d'élève un petit peu chenapan. Chenapan ne se disant plus déjà à mon époque. Donc c'est pas parce que je dis chenapan qu'on va dire ah non lui ça, on voit bien qu'il est des années 90. Non, même à mon époque chenapan ça faisait vieux. Donc déjà à l'époque je faisais ringard. Mais prenez 1 ou 2 éléments de biographie de chaque auteur. Et après, à vous d'être assez intelligent, de jongler avec ça et de le ressortir. Et quoi qu'il arrive, essayez de faire un lien avec ce dont vous allez parler. Et là, la personne va se dire en face, ah oui, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il a fait le lien avec l'auteur, avec sa biographie. Et quoi qu'il arrive, chaque élément de la biographie, si vous le tournez bien, on arriverait à les mettre en lien, à dire, ben voyez, ça veut dire ça. Il faut le faire, quoi qu'il arrive, même si la personne en face de lui dit, dis donc, c'est un peu... Non, mais ça, c'est votre interprétation, madame. Moi, je considère que c'est un lien, c'est tout. Donc, toujours faire le lien avec la biographie. Toujours faire un lien également avec le contexte. Le contexte historique, on est en 1644. 1644, Louis XIII vient de mourir. Richelieu va bientôt passer le pouvoir, c'est Mazarin qui va récupérer le pouvoir à sa place. Louis XIV est encore un jeune enfant. Donc, on est dans une période de trouble. Mais vraiment de trouble total. C'est la fronde. Louis XIII était un roi... Oui, mais pas aussi puissant peut-être que ne l'était Henri IV, et loin d'être aussi puissant que ne le sera Louis XIV. Le personnage central du règne de Louis XIII, c'était Richelieu. Et avec la fin de Richelieu, on a ce Mazarin qui arrive, des incertitudes sur ce qui va se passer. Et vous voyez, dans la pièce, c'est un peu ça également finalement. C'est-à-dire que on a un personnage Dorante qui veut essayer d'agir selon ses propres intérêts. On a, à cette époque, dans les années 1640, un individualisme qui commence à croître.
Une volonté peut-être de remettre en cause également l'autorité paternelle, l'autorité des parents, l'autorité même des figures centrales. Et on a ça en 1644, c'est-à-dire que Richelieu n'étant plus là, peut-être qu'il y a un flou, peut-être qu'il y a un vide autoritaire qui fait que dans les années à venir, avec la Fronde, ça en est vraiment le symbole, peut-être qu'on va pouvoir s'autonomiser un petit peu du pouvoir central, du pouvoir monarchique. Et finalement, la pièce nous montre que tout va rentrer un petit peu dans l'ordre, et c'est le symbole également de cette période historique, c'est-à-dire que 1644, il y a du flou, mais les années à venir vont montrer qu'en fait le pouvoir central va être encore plus fort qu'avant. Louis XIV sera le pouvoir, sera le monarque absolu, le plus total de l'histoire de France. Il n'y aura pas un roi qui sera plus puissant que Louis XIV, ni Louis XV par la suite, encore moins Louis XVI quand on sait comment ça va se terminer. C'est lié également à une bourgeoisie de l'époque, à une aristocratie qui est vraiment en train de changer, parce qu'avant on avait de l'aristocratie d'épée, et on a de plus en plus une aristocratie d'argent, c'est-à-dire des anciens bourgeois qui ont tellement eu d'argent qu'ils ont réussi à s'acheter des titres et à s'acheter une noblesse, qui sont dans l'oisiveté. Et ces personnages, tous les personnages dans la pièce Le Menteur sont dans l'oisiveté, sont dans l'apparence, l'apparat. Ils veulent montrer qu'ils sont brillants, ils veulent montrer qu'ils sont intéressants, plus intéressants qu'ils ne le sont. Et donc ce Dorante qui ment tout le temps, mais également les jeunes femmes qui sont assez oisives, qui sont assez superficielles. On a cette jeunesse, cette génération un peu oisive, cette génération qui veut faire l'illusion, qui veut briller, qui veut être tout le temps en train de s'amuser, et qui veut également montrer qu'ils sont différents d'avant. Et tout ça, on le voit, et c'est également une sorte de symbole, une sorte d'image, une sorte de représentation de cette génération des années 1640, 1650, qui essaye peut-être de se renouveler un peu, avec malgré tout quand même le retour de l'ordre dans les années à venir. Également, ce qu'on peut voir également à lier avec le contexte, c'est très important ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'analyser l'histoire, analyser le personnage, analyser le contexte, où est-ce qu'on en est par rapport à avant dans la pièce, par rapport à après, analyser également ce qu'on peut retrouver dans la biographie de l'auteur Corneille qui peut être lié à ce qu'on voit dans la pièce, et puis analyser également le contexte historique, c'est ce que je viens de faire. Mais le contexte culturel aussi est important. L'Académie française vient de se créer, on a plusieurs mouvements comme ça impulsés par Richelieu, mais qui poursuivront après, mais surtout impulsés par Richelieu, qui veulent redonner des lettres de noblesse à la langue française, imposer la langue française. Dès Richelieu, on a cette volonté de centraliser le pouvoir autour de la langue française, de redonner ces lettres de noblesse, de faire du beau avec la langue. Et dans cette pièce, on a quand même si on a une pièce qui est, et c'est là qu'est génial, toujours cette ambiguïté. Là, on a plusieurs visages dans cette pièce, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un certain ordre, on y reviendra après, mais quand même un peu décousu. On a ces personnages qui veulent mentir, qui veulent être dans l'illusion, mais quand même le retour de l'ordre à la fin, le retour de la vérité. Et ils sont ramenés à la raison sur la fin. Lui, il veut mentir à son père, il veut pas se marier, mais à la fin, il finira quand même par se marier, même si c'est pas avec celle que voulait son père, mais il finira quand même par avoir un mariage qui convienne à son père avec une femme de bonne famille. Vous voyez toujours cette ambiguïté. On a pareil avec cette langue, c'est-à-dire qu'on a une pièce très inspirée du théâtre à l'espagnol, d'ailleurs très inspirée d'une pièce espagnole, très inspirée également de la commedia dell'arte italien, avec ces personnages burlesques, ces personnages de farce. Ça pourrait presque s'apparenter à une farce, Le Menteur de Corneille. Mais pas du tout. Parce que dans la farce, c'était des personnages de classe sociale plus basse que là. Là, on a des personnages de classe sociale élevée qui sont intégrés dans une farce. Vous voyez toujours cette ambiguïté et ce double visage. Et malgré le fait que ce soit une farce, vous avez une langue qui est somptueuse, avec ses rimes. Lisez à voix haute certains passages. On a presque, vous savez, comme dans la rue, comme ça, quand il y en a qui se font des petits battles de langue, on a ça parfois lorsqu'il y a des personnages qui échangent entre eux. Écoutez comment c'est, je trouve ça génial en fait, la langue, comment elle est utilisée. À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. La tente où j'ai vécu n'a point été trompée. Mon père a consenti que je suive mon choix, et j'ai fait banqueroute à ce fatras de loi. C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, disent les beaux esprits, mais sans faire le fin. Vous avez l'appétit ouvert de bon matin, d'hier au soir seulement vous êtes dans la ville, et vous vous ennuyez déjà d'être inutile. Oh, pop, 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 ne t'effarouche point, je ne cherche, à vrai dire, que quelques connaissances où l'on se plaise à dire, qu'on puisse visiter par divertissement, où l'on puisse en douceur couler quelques moments. L'élégance de la langue, et à la fois des dialogues assez drôles, des dialogues assez burlesques, des dialogues qui pourraient s'apparenter à une farce, et c'est vraiment des sortes de duels où ils se répondent comme ça du tac au tac avec des rimes, et je trouve ça génial. Lorsque vous lisez à voix haute, faites-le même à plusieurs entre vous, pour réviser, vous retrouvez entre amis, vous jouez à la pièce entre vous, et vous allez voir cette stimulation qui va monter. Certes, vous avez, grâce à compter ces merveilles, Paris tout grand qu'il est, envoie peu de pareils. J'avais été surpris, et l'objet de mes vœux ne m'avait tout au plus donné qu'une heure ou deux. Cependant, l'ordre est rare et la dépense belle,
Et il s'est fallu passer à cette bagatelle. Vous voyez, plein de choses comme ça. Et on a là aussi, vous voyez, ce double visage entre le côté décousu, la farce, la commedia dell'arte, la burlesque, la comédie, et quelque chose d'assez ordonné avec ses vers bien structurés, bien rimés, élégants. Et on a tout ça dans la langue de Corneille, c'est génial. Bon, cette pièce de théâtre, c'est la transition entre le baroque et le classicisme. Le baroque qui est quelque chose de très décousu, et le classicisme quelque chose d'assez ordonné, d'assez structuré. On a déjà la structure qui va être le théâtre classique des années à venir, avec unité de temps, unité de lieu, 5 actes, bien ordonnés. Et puis en même temps, on a un côté très baroque, avec ce qui se passe, avec le jeu des illusions, avec les mensonges, avec ce personnage qui veut tout le temps mentir, avec à l'intérieur de ces illusions, les quiproquos, qui font que nous-mêmes on est perdus. On a la volonté de s'émanciper du père, et en même temps la volonté quand même de lui plaire. Oula, je viens de faire du Corneille là. Oui, s'émanciper du père et la volonté de lui plaire. Et dis donc, c'est pas mal ça. Cette période du baroque qui est en train de se terminer dans ces années-là, le baroque, encore une fois, le baroque c'est... ça part un peu dans tous les sens. Il y en a qui détestent le baroque, dans l'art c'est pareil, parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de formes, et le classicisme, c'est des lignes plus droites, ordonnées, et là on a pareil. Et dans cette pièce, on a les deux. Et c'est ça qui est absolument génial avec cette pièce. C'est-à-dire que vous la lisez une première fois, vous vous dites, bah, bon, c'est une farce, il ment tout le temps, puis à la fin il se marie. Bon. Mais en fait, dedans, vous voyez, Corneille il a mis plein de choses intéressantes. Des choses liées au contexte, des choses liées à la culture, des choses liées à sa vie, des messages peut-être qu'il veut faire passer, une critique également de la société qu'il voit, de l'oisiveté, une critique également peut-être du pouvoir central. Il y a tout ça dans Corneille. Et Corneille, il est absolument génial parce qu'à la fin même, alors qu'on a l'impression que ça y est, le classicisme reprend ses droits, tout va rentrer dans l'ordre, et à la fin, il y a cette phrase, et c'est pour ça que cette phrase, vous voyez, elle est vraiment passionnante. À la fin, cette phrase, je vous la redis, hein, parce que vraiment, pour moi, elle est très ambiguë, elle est très étonnante, et chacun aura son interprétation. Et vous-même qui passez le bac, peut-être que vous pourrez avoir votre propre interprétation. Comme à sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse, peu saurait comme lui s'en tirer avec grâce, vous autres qui doutez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir, apprenez à mentir. Faites croire à la personne en face de vous que vous connaissez toute la biographie de Corneille. Il vous suffit juste d'en sortir 2-3 des anecdotes. À la fois des anecdotes très générales, et puis à la fois des anecdotes très précises qui montrent qu'en réalité vous connaissez même les plus petits détails de sa vie. Montrez que vous connaissez parfaitement le contexte historique. Apprenez une date seulement, apprenez la Fronde, apprenez la mort de Louis XIII, apprenez Richelieu, apprenez Mazarin. Et montrez en cela que le contexte, c'est vous. L'histoire, c'est votre truc. Parce que vous arrivez comme ça à faire le pont entre la pièce dont vous êtes en train de parler et l'histoire et le contexte. Montrez que les courants littéraires, le baroque, le classicisme, c'est mon truc. Vous voyez, vous avez juste quelques mots seulement à apprendre. Et vous arrivez et vous enjolivez tout ça avec une belle langue, avec une belle prose. Et la personne en face de vous va se dire, mais enfin, mon Dieu, j'en plaisante à peine. C'est ça qui est génial en fait, cet exercice de l'oral. Parce qu'à la fois, vous vous dites, mince, je ne connais pas tout par cœur, mais peu importe qu'on ne connaisse pas tout par cœur. Peu importe, vous allez avoir votre propre version de ça. Et partez de la base. Surtout partez de la base de ce que vous enseignez votre prof dans l'année. Et puis à partir de là, allez, c'est parti. On parle d'une pièce absolument géniale. On parle de Corneille qui va annoncer tout Molière. Enfin, j'en parlerai un jour dans une autre vidéo. En bref, je me tais, je n'en dis pas plus. C'est vraiment extraordinaire. Et d'une pièce, encore une fois, qui à la base peut sembler anodine, ne l'est pas du tout, parce que c'est la pièce centrale. Pour moi, c'est une pièce de transition entre l'époque baroque, entre une époque ancienne du théâtre et le futur théâtre classique que l'on connaît. C'est la pièce qui est vraiment en 1644. On est dans cette période très floue de l'histoire entre Louis XIII et Louis XIV. Et c'est aussi une volonté chez Corneille toujours de rendre hommage au théâtre, que ce soit dans l'illusion comique ou dans le menteur, cet hommage au théâtre. Lui-même a été étudiant en droit, lui-même aurait dû être avocat, lui-même a abandonné le droit pour aller vers le théâtre. Et il veut également justifier son choix, il veut montrer qu'il a fait le bon choix. Il est encore jeune en 1644, il a même pas 40 ans, il a à peine 30 ans, Corneille. Il veut montrer qu'il a fait le bon choix, à sa famille, à son frère qui également va se mettre dans les lettres, mais il veut montrer qu'il a fait le bon choix. Et donc toujours cet hommage au théâtre dans ses pièces. Parce que l'illusion, les quiproquos, l'homme qui essaye d'inventer des histoires, le menteur, finalement, c'est Corneille. Dorante, c'est le metteur en scène, c'est l'auteur. Et donc, toujours cette volonté dans le théâtre, de rajouter du théâtre, et dans le théâtre, des quiproquos qui viennent également bousculer et qui viennent perturber le personnage en soi. Bon, voilà. Vous voyez, je me suis dit à chaque fois, je vais faire 10-15 minutes sur la pièce. Je suis parti, ça fait une demi-heure que je parle.
Voilà, ben, on a tous les mémoires d'Adrien. Le jour du bac, vous avez que 10 minutes, je crois, pour présenter la chose. Donc, ne soyez pas aussi bavard que moi. Prenez soin de vous. Bon courage. On va se retrouver très bientôt pour une autre pièce, pour une autre œuvre du bac de français de cette année. Je les ai notés. Je crois qu'on a du Colette. On a, oui, du Manon Lescaut, évidemment, de l'abbé Prévost, parce que je suis en train de le lire. On a également d'autres pièces de théâtre. On a du Musset. Ah, j'ai hâte de vous parler de Musset. J'adore Musset. J'ai hâte qu'on fasse cette pièce de théâtre sur Musset. Ça va être génial. Vous allez voir, on va s'éclater. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.